voici de retour sur Actu Matin pour la troisième partie de cette émission. Ce sera l'instant de nos échanges. On va parler un peu de la fortune des médias en Afrique, que l'on soit sous régime démocratique ou dictatorial. En tout cas, les choses semblent se ressembler de cette partie de cette émission. Franck, bonjour. William, bonjour. Bonjour, Eric, Ulrich, bonjour. Merci bonjour, beaucoup. On va commencer déjà par voir si en régime démocratique, eh bien, la presse joue bien son rôle. Quelle appréciation faites-vous du travail des médias en Afrique? Je vais commencer par qui, Franck? Je pense que les médias font avec les moyens qu'ils ont. En Afrique, c'est pas du tout facile. Lorsque vous voyez les médias de service public, ils sont plus ou moins mieux dotés en matériel, en moyens pour faire le travail. Et lorsque vous allez dans le domaine privé, ça n'est pas toujours chose facile parce que vous le savez, ceux qui, les promoteurs, pour la plupart, c'est soit des hommes d'affaires ou c'est des hommes politiques qui se démettent quand même pour enrichir un peu le paysage médiatique, pour étoffer le paysage médiatique dans tous les pays africains, que même si vous allez au Togo, vous allez, disons, au Burkina, en Côte d'Ivoire. Et c'est d'ailleurs ces privés-là qui font que, quand vous voyez l'univers médiatique, il y a une certaine pluralité, il y a il y a de l'offre dans l'univers médiatique. Mais au-delà de ça, c'est que la relation qui doit exister entre les médias et les pouvoirs publics, ces relations-là s'effritent de plus en plus au fil du temps. L'objectif premier d'un média, c'est d'informer. Et quand on dit informer, les gens ne savent pas qu'il peut arriver qu'on aille chercher la véracité, même qu'on aille chercher ce qui est caché. C'est même cela l'information. L'information, ce n'est pas venir ressasser ce que tout le monde sait, c'est de donner, d'aller dans le fond, de fouiller pour donner. Et c'est dans cette fouille-là que, franchement, vous vous heurtez à des obstacles qui, parfois, au péril de votre vie. C'est compliqué. Ouais. C'est vrai que depuis qu'on a eu la libéralisation de la presse, on s'est rendu compte que la presse privée aujourd'hui a apporté beaucoup plus, je ne commence pas la presse privée bien évidemment, a apporté beaucoup plus dans le monde médiatique sur le continent en général, parce que autrefois on voyait beaucoup plus les organes publics, un peu comme le schéma directeur des gouvernements, des pouvoirs centraux, et qui ne font que la publicité pour les pouvoirs centraux, mais avec la floraison des différents médias, que ce soit en ligne, que ce soit la radio, que ce soit la télévision, la presse écrite et consorts, mais beaucoup plus dans le privé, on a senti beaucoup plus maintenant la pluralité des informations et l'objectif des médias, de la presse en général, comme vous le savez déjà, c'est d'abord d'informer et de donner la bonne information puisque le consommateur des produits médiatiques, des produits de presse aussi a le droit à l'information et à la juste information. Donc, c'est ce travail-là qui se fait. Malheureusement, sous nos cieux, je vais parler précisément du continent africain où on constate que dans la recherche de cette information, parce que pour fournir des informations justes, vérifiées et crédibles, il faut justement d'abord aller à la source de l'information. Il arrive des moments où, pour avoir ces informations, on se heurte à des difficultés, à des murs ou à un silence parfois qui ne vous permet pas d'aller. Il y a même parfois, vous vous heurtez à des intimidations et si possible parfois même à des menaces. Et c'est ce qui arrive, ce qui fait que parfois on peut dire que la presse est en difficulté. L'autre chose aussi, quand nous regardons aujourd'hui le paysage médiatique africain, et c'est beaucoup plus un musellement qui s'observe de plus en plus, que ce soit des régimes purement démocratiques comme des régimes qui sont maintenant passés sous la coupole des militaires. On sent que ça reste beaucoup plus difficile aujourd'hui de donner l'information la vraie et c'est ce à quoi nous sommes en train de nous atteler aujourd'hui pour corriger cette image-là. William, je vois un paysage médiatique diversifié, mais très uniforme. Ah ouais? Oui, bon, l'Oxymo est devenu ma figure de style. Oui, je l'ai constaté. Sur cette émission, mais vous savez, ils sont extrêmement nombreux, mais font la même chose, parce qu'ils n'ont que les mêmes infos, ils se relaient et ils se répètent. Des organes de presse à vocation commerciale pour la plupart du temps. Parce que dans les pays comme le Bénin, on a quitté
le débat sur les organes de presse, les médias sont devenus des entreprises de presse. Donc, sous les régimes fiscaux comme toute entreprise, sous des impositions avec des redevances, des obligations. Et en retour, il n'y a pas d'appui. Depuis, je ne vous rappelle pas l'année, il n'y a plus d'aide publique à la presse. Vous parlez de la presse privée. Du cas béninois. Du cas béninois. Et ailleurs, le tableau n'est pas si loin. Ailleurs, les restrictions sont presque les mêmes, le paysage est le même, la prolifération, certes, des médias, même des nouveaux médias aussi, ça je l'avoue, Web TV, Web Radio, des médias en ligne, presse écrite exclusivement, mais vous voyez un environnement peu favorable parce que nous avons des contraintes démocratiques. Pour moi, le carburant, l'huile de la démocratie, c'est le média. Quelqu'un a dit que c'est le quatrième pouvoir, l'autre a dit non. L'autre vient dire maintenant que c'est le premier pouvoir. Je suis de ceux qui pensent que dans une démocratie, c'est le premier pouvoir. Parce que si c'est le peuple, le média est pour moi l'entité par excellence la plus proche du peuple quand elle est dans sa vocation première, quand elle est dans sa fonction d'informer, de divertir et d'instruire, d'éduquer les masses. Maintenant, quand la démocratie est en restriction, comme nous l'avons constaté, comme nous le constatons dans nos débats au quotidien, c'est normal que la répercussion se voit sur la presse. Comment appréciez-vous le travail qui se fait? Comment est-ce que vous lisez le paysage médiatique africain, béninois? Dans la forme, je trouve que nous continuons par être un pouvoir au cœur de cette démocratie et nous essayons d'utiliser ce pouvoir tant bien que mal, n'est-ce pas, à pouvoir faire ce métier entre espoir et puis péril. Espoir parce que nous continuons pas à exister malgré les difficultés, malgré les entraves à notre secteur. Péril parce que de plus en plus nous observons que notre espace, n'est-ce pas, se réduit. Il faut aller trouver au cœur de chaque démocratie des mécanismes qui ne nous accordent plus la possibilité véritablement de pouvoir exercer ce métier dans la liberté, la transparence, n'est-ce pas, qui sont des principes qui nous aident véritablement à pouvoir jouer notre rôle. Et donc nous sommes partagés entre cet espoir qui nous permet d'exister et puis tout ce qu'on peut relever, n'est-ce pas, comme volonté politique comment on dit, à nous empêcher de pouvoir travailler, n'est-ce pas, à travers plusieurs formes. J'espère qu'on reviendra là-dessus, n'est-ce pas. Mais toujours est-il que nous sommes là et nous continuons par faire le combat. Allez, moi j'observe un peu sur le continent quand même qu'on a, ma foi, 3 types de médias. À la limite, on a ceux qui sont, je dois dire, qui relèvent du domaine public, les médias publics notamment. On a en face justement ceux qui relèvent du domaine privé, la presse privée qui travaille aussi. Mais on a aussi cette troisième catégorie de médias, notamment internationaux, qui arrosent suffisamment le continent et qui proposent aussi d'autres choses. Comment est-ce que vous vivez ce brassage-là et comment est-ce qu'il faut l'apprécier à l'aune de la démocratie qu'on a engagée depuis les années 90, William? Attention à ne pas parler de presse à vocation publique. Moi, foncièrement, je suis contre des expressions comme celle-là depuis quelques années. On a des caisses de résonance des pouvoirs. On a des cellules de communication par excellence. On a des conférences de rédaction de services publics inféodés à des cellules de communication de présidence de la République ou de pouvoir exécutif. Quand c'est comme ça, attention à ne pas dire sur un écran de télévision, quand on parle des sujets plus sérieux comme ça, qu'on parle d'organes de presse, de services publics. Moi, je pense que vous êtes très sévère, mais bon, c'est votre avis. Pas penser au pays sous transition militaire. Où, vous voyez Traoré qui, un an après, l'an dernier, d'abord, le Conseil supérieur de la communication, il s'en accapare, il fait voter une loi qui lui permet de nommer directement les membres. Un an après, en fin janvier dernier, il nomme d'autres membres, il prend un consultant média, vous écoutez son discours inaugural, vous voyez un Hitler de la presse qui prend poste. Et les exemples, on ne finirait pas. Quelqu'un prend le pouvoir par les armes. Le lendemain matin, la première des choses qu'il fait, c'est de retirer les fréquences aux organes de presse de France Média Monde. Si la France ne vous plaît plus et que vous avez des problèmes avec la France,
l'information que donnent les médias français, vos citoyens sont libres de les écouter ou de ne pas les écouter. Vous donnez la chance à tous les médias d'informer, quitte à ce que chacun d'eux soit professionnel et quitte à ce que, si vous pensez qu'ils désinforment, qu'ils intoxiquent, que vos médias vous aient les moyens d'aller à la source, d'aller vérifier les informations et quitte maintenant aux populations elles-mêmes d'écouter toutes les parties. La beauté de la démocratie, c'est la pluralité des versions, c'est cette kaléidoscopie des différentes positions. Tant que les positions ne sont pas multicolores et qu'elles se ressemblent, elles sont siamoises, elles ont une similarité inédite et des proximités qui prêtent à confusion. Pour moi, il y a problème. Permettez-moi de venir sur la deuxième catégorie. Vous parlez de presse privée. Elle est suffoquée. Elle n'a pas les moyens. Et vous voyez, au Sénégal, un média va voir un président de la République pour négocier ça. Pour négocier une remise en service. Oui. Et il y a mea culpa après avoir dit officiellement qu'on leur a retiré définitivement une licence et que des confrères se soient donné la peine de signer des pétitions pour qu'on remette en liberté. Ça, c'est mettre la démocratie à genoux. C'est incliner la démocratie. C'est quoi? C'est la faute alors dans nos presse ou c'est la faute c'est une responsabilité partagée. Voilà. C'est une responsabilité partagée. Alors, et vous avez parlé de la troisième catégorie. Oui, la troisième catégorie. La presse celle qui arrose la presse internationale. Tout média a une orientation, a une vocation. Attention à ne jamais croire qu'un média est neutre. Un média a une ligne éditoriale. Et la ligne éditoriale, c'est l'aspiration de média. Juste, William, quand vous pensez que les médias, quand ils sont du service public en Afrique, ne doivent pas être des caisses de résonance, ne doivent pas être libres de choisir, de faire une option, et que par contre, ceux qui sont internationaux ou celle qui est internationale doivent être libres d'avoir une ligne éditoriale. Vous n'êtes pas juste avec ceux qui sont nationaux. Là, l'équilibre au sein d'un média du service public ne veut pas dire qu'on n'a pas de ligne éditoriale. La belle preuve, la ligne éditoriale, c'est l'institution. Que des gens s'écroulent au Bénin ou que quelque chose soit en train de se passer quand les institutions de l'État, autant qu'elles sont, et les grandes entités de l'État, comme les partis politiques, la société civile, quand ces institutions sont en ébullition, c'est tous travaux, c'est ça, eux, c'est leur canot privilégié parce que c'est le service public et tout le monde y a accès libre et équitable. Dans le traitement de l'information, c'est pareil. Les autres chancelleries aussi, elles ont leur ligne éditoriale. Oui, justement. Là-bas, ce n'est pas le service public. Là-bas, ce sont des caisses formées pour... D'abord, ce sont des antennes Afrique. Ce sont des audiences destinées à un public exclusivement africain qui sont dans leur boulot. Je leur reproche aussi la façon de faire la démocratie parce que quand vous suivez, par exemple, actuellement France Média Monde et le traitement qui se fait sur la situation du Sénégal, vous voyez des informations, mais contrairement au cas nigérien ou à un certain cas. Bref, tous les médias ont des problèmes, les nôtres en ont davantage. Si on prend le schéma que vous avez exposé, vous avez décrit, on devrait avoir, disons, de l'information à plein temps. Les populations à travers le monde, vous avez parlé de la presse publique, les médias privés et puis internationaux qui arrosent suffisamment, disons, le monde entier. Vous prenez RFI aujourd'hui, même, vous voyez, quelque part dans un coin du Bénin, à Kérou, vous voyez un citoyen qui n'est pas trop instruit, mais qui a sa radio, c'est souvent sur RFI. Alors, le réel problème, c'est vrai, William s'offusque du fait que on parle de services publics qui n'est pas... Vous voyez le mode de financement de ces médias-là. Lorsque vous prenez le service public, c'est nous tous qui cotisons, mais les pouvoirs publics font comme si c'est nous qui mettons les moyens à disposition de ces médias-là. Et donc, du coup, ça devient autre chose qu'on doit contrôler. Vous ne verrez dans aucun pays un média, c'est vrai, dans certaines démocraties, ça se fait, mais ça a des limites. Critiquer le pouvoir point sur point, sur tout ce que le pouvoir fait, ça va être très compliqué parce que votre média, dans d'autres pays, c'est le budget est voté peut-être au Parlement, mais les moyens à disposition de ce média-là. Mais lorsque vous êtes dans notre cas ici, le budget des médias de service public, on sait comment on le leur doit. Et vous voyez aujourd'hui même les réformes qui sont en cours dans le secteur public aujourd'hui, c'est mené par le pouvoir public. Et donc c'est compliqué. Lorsque vous prenez les médias privés, c'est également le même mode de fonctionnement. Lorsque celui qui est promoteur de ce média-là n'est pas du même bord que peut-être le pouvoir ou le régime qui est en place, c'est compliqué pour ce média-là de ne pas respecter la ligne éditoriale qu'on lui a
qu'on lui a prescrites, de faire de relever ce qui est vraiment bien fait par le régime qui est en place. Et lorsque c'est le contraire, vous êtes là à chanter peut-être toute la journée ce qui est bien fait par le régime. Les hommes d'affaires également, lorsqu'on les tient, et lorsque vous avez des affaires, des marchés publics que vous devez exécuter, et on dit c'est son média, si vous avez la malchance, toi journaliste dans ce média-là, d'aller parler de celui qui doit octroyer des marchés à celui-là, c'est compliqué. Et maintenant les médias internationaux, comme l'a dit William, je pense que ça n'est pas toujours ce que l'on pense. Il y a également des lignes qui sont tracées et dans certains cas, vous voyez, c'est l'intérêt même de ces grands pôles à travers le monde qui transparaît à travers les médias. Au niveau de chaque démocratie, les médias évoluent en fonction de la santé de la démocratie au niveau de ces pays. Quand je commence par les médias internationaux, les pratiques démocratiques ont tellement évolué que l'interaction qu'on peut voir entre médias, pouvoir public et pouvoir politique, il y a une saine concurrence. Vous savez, un peu comme chez nous, on peut utiliser des moyens de la justice, le pouvoir politique pour faire pression, tellement de pression sur des médias. Ailleurs, cette interaction peut se faire autrement sans que le média soit en difficulté. Ici, on peut fermer un média juste parce qu'on veut faire plaisir au prince. Ailleurs, quand bien même un système politique a envie d'avoir un média à sa disposition, on peut trouver d'autres mécanismes tout en conservant le média. C'est ce qu'il faut déplorer chez nous ici, sur notre continent. Et ce qui fait que l'interaction entre médias, pouvoir politique et pouvoir public, c'est toujours des questions de rapport de force. Et finalement, nous payons le prix fort, soit par la fermeture, soit par le fait que des médias n'aient plus visiblement la possibilité de pouvoir travailler, parce que au cœur de cette démocratie, on veut contrôler les médias, on veut en faire sa chasse gardée, on veut les mots, tout ce qui est utilisé et traité, les pouvoirs politiques et publics veulent vraiment contrôler ça. En même temps, ils reconnaissent la présence des médias, mais ils ne sont pas sincères véritablement à pouvoir reconnaître que nous sommes là pour faire un travail de liberté, n'est-ce pas, de dénonciation, de communication et tout ce qui va avec. Quand vous rentrez dans les contrats de communication qui sont signés, vous pouvez, comme on dit, au cœur de ces médias internationaux, avoir un contrat avec un système politique, mais le média a encore la capacité de vous critiquer. Ici, parce que vous avez un contrat avec une gouvernance, on vous estime l'ordre même de pouvoir relever des insuffisances. Comme si le contrat, c'est en même temps acheter votre conscience professionnelle. De non-agression, oui. Je pense que déjà tout se joue en commençant par la ligne éditoriale. Parce que déjà, c'est à partir de la ligne éditoriale que tout le schéma se fait. Vous savez, de plus en plus, on constate que, effectivement, ce combat, ce conflit entre le pouvoir central et la presse fait toujours ombrage à l'information, la vraie. Tout simplement parce que quand l'information veut être diffusée à un moment donné, parfois, il y a des pressions qui viennent de toutes parts et on a comme l'impression que ce média doit impérativement suivre une ligne bien donnée. Et pour survivre, justement, beaucoup d'organes de presse sont obligés souvent d'adapter ou de tailler leur ligne éditoriale en fonction du système en place. L'autre chose, de quoi vivent ces médias, de quoi vivent ces entreprises de presse? C'est la grande question qu'il faut se poser. Parce que si vous tenez quelqu'un par le ventre, c'est que vous le tenez carrément. Parce que là, il faut quand même que les entreprises de presse puissent être des entreprises vraiment libres, financièrement, qui ne croupissent pas sous la pression fiscale et qui puissent alors réellement agir. Dans le cas contraire, vous allez voir des entreprises qui sont obligées de suivre certaines lignes pour ne pas recevoir la tape. L'autre chose encore, les faîtières des entreprises de presse, elles détiennent quel pouvoir vis-à-vis des pouvoirs centraux? Vous voyez des entreprises, des faîtières qui sont là. Je prends le cas du Bénin par exemple. Il y a l'UPMB, il y a plusieurs structures qui sont là. Ces faîtières-là, aujourd'hui, quel est leur pouvoir, le pouvoir qu'ils détiennent pour réellement faire face au pouvoir central quand éventuellement on se retrouve dans des systèmes où vous-même vous constatez que le droit à l'information est lésé. Nous avons beaucoup de confrères qui ont été malmenés devant les tribunaux et dans ce pays. On a vu comment ça s'est passé. À un moment donné, on se demandait où est la justice. L'autre chose, on a vu également au
niveau de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Cette institution qui est censée garantir la sécurité et l'information pour réguler, d'accord, mais garantit quand même cette sécurité, cette information. Sa composition déjà pose un véritable problème. Combien de professionnels des médias font partie de cette hack de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication? Tout commence déjà par là. Parce que quand vous n'avez pas des gens qui sont praticiens du domaine et que c'est eux qui doivent réguler les praticiens du domaine, à un moment donné, vous êtes obligé de constater qu'il y a un hic, il y a un vide entre les deux. L'autre aspect, et le tout dernier aspect est très rapidement, il faut tenir compte d'un aspect qu'il ne faut pas perdre de vue. La qualité du journaliste. C'est vrai que nous parlons des pouvoirs centraux, nous parlons des institutions, nous parlons des fêtières, mais aujourd'hui, quel est le travail qui se fait également aussi pour que le journaliste fasse son travail avec conscience et qu'il le fasse bien, qu'il donne l'information en se disant oui, j'ai donné l'information juste la vraie, et qu'il ne se dise pas je vais à la presse parce que je veux m'enrichir, parce que c'est pas dans la presse on s'enrichit, mais on vient à la presse pour pouvoir se donner pour donner l'information qu'il faut. Voilà. Table par rapport à cette thématique là, ça fait quand même une trentaine d'années que l'Afrique s'est engagée dans le processus démocratique, notamment les pays francophones, mais on a l'impression qu'on n'a véritablement pas bougé et que les médias n'ont pas contribué à l'enracinement de la démocratie. Quand on voit encore qu'on peut fermer du jour au lendemain la Gazette du Golfe, quand on peut fermer Wolf TV comme ça, remettre le signal à l'heure où on veut, quand on voit un peu les réformes qu'on peut introduire directement, vous avez parlé de Burkina Faso, introduire directement dans le secteur comme ça pour contrôler, ma foi, je dois dire, le milieu, ça montre qu'on n'a pas suffisamment travaillé pour enraciner la démocratie. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, Eric? Non, je pense que, un peu comme je le disais tout à l'heure, il nous faut mettre un peu de culture démocratique dans la façon de traiter avec les médias. Qui fait ça? C'est les journalistes l'État central d'abord. C'est d'abord l'État central, puisque le pouvoir de la presse fait partie du jeu démocratique. Il faut d'abord l'accepter, admettre ses règles et ses principes. Tous les cas que vous avez évoqués, vous verrez parfois l'expression de rapport de force parce que on en veut peut-être à tel média, particulièrement on en veut à tel journaliste, n'est-ce pas? Et on ne profite pas des mécanismes très bizarres, n'est-ce pas, pour leur régler des comptes. Et puis ça se passe comme ça. Le problème n'est pas au niveau des médias, c'est qu'au niveau des États, comment est-ce qu'on accepte? Il y a une forme d'hypocrisie un peu organisée au niveau de l'État central où on a en même temps besoin des médias, mais en même temps on ne veut pas que ces médias puissent travailler convenablement comme cela se doit. C'est tout comme si on laissait véritablement les médias jouir de leur liberté, de leur pouvoir d'exercer le métier. Les démocraties s'écouleraient sur notre continent. On ne va pas dormir, non? Sur notre continent. Oui, il y a eu des avancées entre-temps. Ah oui? Oui, il y a eu des avancées. Lesquelles? Des États comme le Sénégal, des États comme le Bénin. On a fermé Wolf TV récemment. Oui, on a fermé... Et ce n'est pas seulement Wolf TV, hein. On a vu quand même des journalistes qui ont été arrêtés, tabassés, etc. Des journalistes qui ont perdu connaissance dans les manifestations. On a quand même justement, il y a assez de dérives. Et aujourd'hui, la circonstance s'y prête fortement au Sénégal. C'est comme au Bénin. Il y a un arbitraire séculaire. La fermeture de la Gazette du Golfe, je ne le dirai jamais assez, est extrêmement arbitraire. C'est l'excès, c'est l'abus, c'est l'exagération excessive de l'arbitraire dans une démocratie comme le Bénin. Mais pourtant, il y a eu des avancées. Oui. Dans ce contexte... Ah oui, quelles sont les avancées? Il y a eu des avancées. Le pluralisme de ces médias. Quand vous parlez du Sénégal... Vous avez dit que c'est uniforme le contenu. C'est uniforme, mais c'est un pas que d'avoir assez de médias, presque comme les Occidentaux. Au moins, on se targue d'essayer de leur ressembler. Il y a eu des avancées dans la professionnalisation du métier. Vous savez, demandez aux doyens qui ont fait Erouzou, qui ont fait la Révolution, à Zoïko, ils vous envoient un courrier, vous en faites votre papier presse et tous les Béninois sont contraints d'être informés par là et d'avoir cette information et exclusivement celle-là. Aujourd'hui, la professionnalisation du métier à travers les hommes qui y sont et le privé et ainsi de suite. Il y a eu des avancées aussi avec des titres siamois, oui. Non, permettez-moi, vous savez, je suis extrêmement tel que je suis critique sur les dérives. Je voudrais être
un peu équilibriste par rapport aux avancées, de la même façon. Il y a également pour moi des institutions constitutionnelles comme la HAC chez nous, censées faire la protection, même si dans la pratique, je ne sais pas ce qu'ils en font, les organisations professionnelles, les lois, vous voyez le code de l'information et de la communication chez nous, l'arsenal juridique. Aujourd'hui, nous avons dépénalisé le délit de presse au Bénin. Il paraît. Il paraît, même si la situation a récupéré ça. Non, Eric, permettez-moi de faire au moins l'état des lieux. Oui. Pour moi, dans les textes, dans la forme, nous avons fait des avancées. Les 30 ans n'ont pas servi à rien. Mais par contre, dans ces avancées, la volonté manifeste dans les tests n'est pas celle que nous voyons dans les actes. Parce que nous continuons. Regardez par exemple, il y a tellement de dispositions dans ces textes que nous avons mis en place, mais que nous n'appliquons jamais. Si nous respections la loi de 2020 sur la radio numérique terrestre aujourd'hui, les GSM feraient des retours à ces médias-là qui aujourd'hui font acheter des datas aux Béninois pour suivre presque tous les contenus aujourd'hui en ligne. Mais cela ne se retourne pas. On préfère ne pas appliquer ça parce que le contrat gouvernemental est un moyen de pression sur ces organes de presse, parce que c'est la pitance pour que ces organes survivent. Quand nous parlons, par exemple, de la professionnalisation du métier de journaliste, aujourd'hui, c'est pas citation directe qu'on vous envoie devant, le juge. Normalement, selon les règles prévues dans le code de déontologie et dans le code d'information de la communication. Mais aujourd'hui, vous voyez des journalistes qui sont condamnés avec sursis. Quand on va sortir les rapports et Reporters sans frontières, maintenant, on va trouver que ce sont des organismes influencés et tout. Bref, il y a eu des avancées, mais dans ce pays et en Afrique, il y a beaucoup de choses. La démocratie a-t-elle avancé sous l'impulsion de la presse? Ou la presse a-t-elle changé vraiment de qualité? Oui, la presse a changé de qualité. Je vois une presse modernisée, une presse résiliente, parce que nous avons traversé des événements qui ont un tout petit peu baissé l'ardeur de la presse. Vous voyez même ces fléaux-là qui apparaissent du jour au lendemain. Je me rappelle encore cette histoire de Covid qu'on a traversée. Ça a secoué véritablement les médias. Mais lorsque vous allez au niveau des tests qu'on doit appliquer, je vous assure que si on doit appliquer les tests, même dans un régime démocratique où vous devez suivre les normes, je me demande si la presse véritablement jouera son rôle. Parce qu'il y a tellement de contre-pouvoirs. Lorsque vous prenez la RAC, les dispositions, on va jusqu'à la fermeture de certains médias, on va vous citer des dispositions, trouvera toujours des mots pour vous dire que ce que vous avez dit, vous ne devrez pas le dire. Mais dans ce cas, est-ce qu'on a vraiment avancé? Oui, on a tout petit peu avancé. Seulement, au niveau des tests, je pense qu'on devrait œuvrer. Et là, c'est le législateur qui doit pouvoir travailler à ce que nous ayons des tests qui donnent plus de marge à la presse. Maintenant, il y a également des problèmes. Il y a des problèmes. Nous avons des journalistes de bonne facture, mais de plus en plus, les médias sont devenus des réceptacles. On ne va pas se voiler la face. N'importe qui quitte un domaine, on atterrit dans la presse, on a son smartphone, on a une petite caméra. C'est parce que vous êtes un réceptacle que à la conférence de presse avec le chef d'État, vous n'avez pas pu revenir. Non, ce que je dis, au fil des années, nous avons vu que beaucoup sont venus dans la presse, non pas parce qu'on est bien formé, non pas parce qu'on est passé par une école de journalisme, mais on vient tomber dedans et c'est après qu'on devient journaliste. Dans un domaine comme ça, vous allez souffrir qu'on enregistre parfois des dérives que nous ne maîtrisons pas. Les tests, prenez les journalistes dans leur ensemble aujourd'hui, faites un travail de sondage, un travail de, allez jauger le niveau de ces journalistes-là. Combien maîtrisent réellement les tests déontologiques, tout combien maîtrisent les règles qui entourent le métier. Ah non, il suffit de savoir parler français et c'est bon, on peut être journaliste. C'est dommage. Rick. Non, je vous dirais non. Démocratie. Il ne suffit pas seulement de savoir parler français pour faire du journalisme, parce que c'est tout un métier, c'est un art, c'est codifié, donc c'est pas quelque chose qu'on peut quitter le collège, l'université et venir tomber, parachuter là-dessus dedans ça ne marche. C'est pas comme ça. La première chose que moi j'aimerais dire, en 30 ans on a évolué. Oui. On a beaucoup évolué en ce sens que aujourd'hui, la presse reste quand même un lanceur d'alerte. Ah ouais? Jusqu'aujourd'hui. Ah ouais? La presse reste un lanceur d'alerte, tout en ce sens que, regardez déjà tous les phénomènes qui se passent actuellement, les différents mouvements, que ce soit sur le continent, que ce soit dans le monde en entier, observez un peu
c'est qui les lanceurs d'alerte? Ceux qui attirent l'attention premièrement, ça reste la presse. Non, ce n'est pas la presse, mon cher ami. Ce sont les réseaux sociaux, c'est la même activité. La liberté de la presse reste une recherche permanente. C'est une quête permanente. Vous savez, quand vous voulez donner des informations qui n'agréent pas des gens qui ne voudraient pas que vous les donniez, c'est de bon ton qu'ils veulent vous en empêcher. Et c'est le travail de la presse de chercher, de requérir cette quête permanente. Parce que la liberté d'expression, très souvent on dit oui, nous avons la liberté d'expression. Non, si la presse aujourd'hui a cette possibilité, déjà le débat que nous menons sur ce plateau, c'est déjà l'une des évolutions. Il y a quelques années, il y a certains qui n'arrivaient pas à faire ces débats-là parce qu'ils estiment que si nous le disons, quelques minutes après, mais il y aura un véhicule qui va s'arrêter là et pour dire, oui, autant de nous apporter des mais aujourd'hui, cette premier axe avec cette liberté nous a permis de nous affirmer, de nous afficher et aujourd'hui de donner le temps qu'il faut, même si chaque fois on vient fermer Manu Militari, certains organes de presse et même de façon très arbitraire. Les médias aujourd'hui embrassent trop la politique. Je veux parler du contenu de... Est-ce que c'est interdit? Oui, non, c'est pas interdit. C'est pas interdit, mais nous faisons, on fait de nos grilles de programme des trucs vraiment politiques. Alors qu'il y a beaucoup d'autres réalités. Vous savez qu'il y a des médias qui sont vraiment célèbres du fait de leur travail qu'ils font dans le domaine social, par exemple, dans le domaine de l'éducation. Je sais qu'il y a un média camerounais, par exemple, et qui est devenu véritablement célèbre, je ne maîtrise pas malheureusement trop le nom, mais qui, du fait d'aller... On appelle... n'est pas célèbre vraiment. Non, je crois que c'est Cas Social. Je ne sais pas quel média réalise cela, mais c'est une émission qui est très suivie. Donc, nos contenus également, nous devons revoir et savoir que ce n'est pas comme au Bénin où on fait la politique du 1er janvier au 31 décembre. Et on est tout le temps dans la politique alors qu'il y a des réalités. Les populations ne se mirent pas à travers les contenus que nous proposons. On est là tout le temps à ressasser la politique, à faire rien que de la politique. Il faut faire de la politique. Je ne sais pas à quoi on peut mesurer cet avancement. Un peu comme l'a évoqué William et plus franc, si c'est les tests législatifs, moi j'en trouve pas. Parce que interrogeons un peu les tout derniers rapports de Reporters sans frontières. Ça ne nous crédite pas d'une bonne note. Si malgré tout ce qu'on a évoqué comme test, comme cadre, machin, et puis tout ça était de nature à nous permettre d'avancer, nous aurons eu de très belles notes. J'ai le sentiment qu'on fait un pas en avant et 2 pas en arrière. Vous interrogez les anciens, ils vous diront que la presse béninoise s'était portée mieux, même sous le régime Kérékou, que les régimes entièrement démocratiques. On parle de la période révolutionnaire. Alors, ça veut dire que... Est-ce que les médias eux-mêmes ne vendent pas leurs armes, leur esprit, leur liberté, quand ils se permettent d'aller signer des contrats avec les acteurs politiques? Est-ce que les médias eux-mêmes ne se mettent pas les menottes aux mains quand c'est eux-mêmes qui vont aller négocier et être les acteurs directs et les intermédiaires directs entre les différents acteurs politiques? Est-ce que les médias ne se mettent pas les goulots aux pieds quand ils ne peuvent pas aller chercher d'autres sources de financement que de regarder dans la poche des acteurs politiques? Rapidement, le dernier tour, Eric. Le contrat est vital. Ce n'est pas parce que je suis sous contrat avec un régime, avec une structure, n'est-ce pas, que cela annule ma liberté de mais pouvoir... je ne vous donne pas mon argent pour que vous... Non, c'est deux choses différentes. Mon caleçon qui est sale. Alors, je vais vous donner un exemple. Oui. Le contrat que les médias ont avec le gouvernement, c'est un contrat de communication. Nous communiquons sur les activités du gouvernement, des ministères et les directions sous tutelle. Ça s'arrête là. Qu'est-ce que ça a à voir avec la ligne éditoriale d'un média? Si par exemple il y a un problème dans tel secteur, un média ne peut pas se donner la liberté de pouvoir opiner là-dessus ou faire un travail là-dessus. Ça n'est pas la même chose. Et donc, nous utilisons les contrats et je pense que ça, c'est fait à dessein. On est vraiment convaincu de ce qu'on fait. Et c'est là que il faut vraiment déplorer la chose. Il faut faire pas cette confusion entre les contrats que nous exécutons avec des structures, avec des gouvernements comme étant en même temps contre les médias. C'est deux choses différentes. Il y a un équivoque à lever. Si les organes de presse sont devenus des entreprises de presse et que l'État est un acteur également de l'économie,
il n'est pas On est exclu libre de contracter. qu'il y ait des relations contractuelles entre les deux acteurs. Mais vous savez, aujourd'hui, dans toutes les grandes démocraties, les médias sont appuyés parce qu'ils ont des fonctions démocratiques. Les médias éduquent, les médias informent, les médias divertissent. Et pour ça, ils ont une prime à cette contribution à l'édification de la démocratie dans les États. Quel est le financement public octroyé à nos médias ici? Le service public ailleurs, aujourd'hui, si on devait respecter les lois, le budget de l'ORTB serait voté et ce serait un budget autonome, un peu comme le budget de la BBC ou je ne sais encore quel média. Vous pensez que l'ORTB serait dans cet état si son budget était voté? Et quand on parle de prestations de services, aujourd'hui, on a abandonné tous les gens journalistiques pour le reportage au profit de X et Y, juste parce que ce sont les uniques sources de revenus. Parce que ces entreprises aussi, faisons nous aussi notre propre procès, ces entreprises de presse se bâtissent autour des personnalités, autour de la personne et du personnage d'une seule personne comme ça. On n'a pas les moyens de bâtir un édifice qui puisse commencer par proposer du sérieux pendant un moment et ensuite l'accompagnement de l'État s'ensuit. Les responsabilités sont partagées et à cette allure, la démocratie va s'effondrer. Oui, tout de suite, moi j'aimerais bien dire que c'est bon d'avoir des contrats de presse. On en a d'ailleurs besoin pour vulgariser ou relayer les activités du gouvernement. Mais cela reste tout de même un moyen de pression qu'on le veuille ou non. C'est vrai que c'est vital, c'est capital pour une entreprise de presse. C'est ça. On peut chercher mieux. Mais maintenant, est-ce qu'aujourd'hui, avec les grilles publicitaires, tout ce qu'il y a, est-ce que véritablement ça permet aux entreprises de presse de faire face aux charges de la maison? C'est ça la question. Est-ce qu'on n'est pas un peu paresseux? On est moins créatif? On propose moins de choses qui pourraient intéresser. Ça peut être une option, mais cette option reste toujours limitée, qu'on le veuille ou non. Maintenant, l'autre aspect, c'est qu'il faut reconnaître qu'au-delà des contrats, il y a d'autres choses. Nous devons toujours séparer le communicant du journaliste. De plus en plus... C'est le règle basique de l'école, hein? Quand on n'est pas encore sur le terrain. Malheureusement, de plus en plus, aujourd'hui, nous avons des points focaux qui s'estiment toujours être un journaliste. Et quand ils viennent dans le métier, c'est pour pouvoir faire maintenant la communication sur leur mettre à penser. L'idéal, moi, je pense que l'idéal serait de ne pas avoir de contrat, de ne pas être contraint à faire, disons, la promotion d'un pouvoir public. Si vous êtes, par exemple, un média privé, cherchez votre source de financement et allez vous travailler. Je pense que sur le principe, on ne va pas non plus travailler gratuitement parce que quand vous êtes dans un État, tout ce qui se fait par le gouvernement, ça intéresse également les populations, ça intéresse vos auditeurs, ça intéresse vos téléspectateurs et c'est là que on est obligé de signer des contrats pour essayer. C'est de l'argent. Non, c'est une contrepartie. Les gens ont travaillé à bâtir les médias de sorte à ce c'est une contrepartie. On a connu. Je prends les informations, je m'en vais. Je n'ai rien d'autre après. On a connu des médias qui ont dit je ne veux rien du gouvernement, je ne veux pas des contrats. Mais déjà que vous vous retrouvez dans la peau d'homme d'affaires et il y a des moments où vous prenez des pans des actions de pouvoir public qui méritent qu'on critique. Dès que vous commencez par critiquer, ils ont dit lui, il est en train de vouloir. On va fermer ce que nous faisons veut détruire. Et on vous coince du côté des affaires. Vous êtes obligé de revenir et de négocier. C'est compliqué dans un contexte. Mais je pense qu'on a évolué selon les contextes et dans le temps, les médias ont évolué au Bénin et même dans les pays africains. Il faut s'adapter et prendre les mesures qu'il faut. Moi, je pense que c'est... Nous sommes en train de mourir. Nous mourrons. On ne mourra pas. À cette allure, on se meurt. Je crois qu'il nous faut juste réfléchir un peu à nos modes de financement, à réfléchir à nos contenus, à ne pas être forcément dans, je dois dire, l'instantanéité, parce que c'est ce que nous visons très souvent. Il faut surtout prendre du temps et du recul après ce que nous avons publié de façon instantanée, voir après qu'est-ce qu'il faut creuser pour proposer des contenus qui soient attractifs, ma foi, pour diverses cibles. Sinon, on va continuer à rester tributaire de ces... Eric, je dois mettre le mot du financement. Je ne voudrais pas qu'on garde à l'esprit que les contrats que nous exécutons dans le cadre d'un partenariat avec le gouvernement ne sont pas c'est pas une mauvaise chose en soi. C'est pas une mauvaise chose. Vous avez des médias. Non, c'est la façon dont ce contrat. Quand on dit contrat, ça fait obligation contractuelle des différentes c'est un échange de services. On le veuille ou non. Je finis rapidement. C'est un échange de services entre deux personnes.
tu me rends service, Sur je des te rends conditions. et sur des conditions. C'est la sont décrites. façon dont ce contrat est utilisé. C'est la façon dont je fais la restriction. On vous donne rapidement. C'est la façon dont. Mais ça, c'est pas dans le contrat. C'est la façon dont ce contrat est utilisé qu'il faut remettre en cause. Voyez-vous, vous avez des médias internationaux, vous avez France 24, quand bien même le budget est logé. Vous avez gardé la réponse. Quand bien même le budget, quand bien même le budget de ce contrat est quand bien même le budget de France 24 est logé, qui crée les étrangers, cela n'empêche pas France 24 des critiques vis-à-vis du gouvernement. C'est ça le truc. C'est la façon dont ce contrat est utilisé. Nous avons l'impression, généralement, en tout cas au Bénin, pour le cas que je connais le mieux, nous avons l'impression que dès qu'on a un contrat avec l'État, c'est comme si c'est fini, on devient son chien à lécher ses bottes et on devrait se soumettre, c'est pas moi, on n'a plus le droit. On n'a plus le droit de tenter autre chose, d'autre la communication. Oui, etc. Les gars, mais sinon, on peut la dire. C'est la fin de ce moment. Vous avez su la revue de presse qui va mettre un thème à cette émission d'Actu Matin. Ça a été un peu long, hein, désolé. Le thème il est assez spécial et ça touche la corporation. Nous sommes aujourd'hui le 13. Au lendemain, je crois, de non, nous la sommes journée de la journée radio. mondiale de la radio. Donc bon voilà, ça tombe bien à propos. Très bonne fête à tous nos collègues de la radio. Ah oui, et à nous-mêmes, hein, je crois que la plupart ici passaient par la radio, sauf ah oui, la radio Univers. Radio Univers. Allez, bonne fête à tout le monde donc, et à demain.